Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs de débutantes qui coûtent cher, puis comment les éviter. Tout simple, comme Voilà. ça. Fait que merci d'avoir été là, on se voit la... Non. On a déjà abordé une bonne partie la semaine passée, avec l'épisode de... comment c'était déjà de l'entretien et puis toutes ces choses-là. Comment entretenir tout ça. Ça, c'est déjà une erreur de débutante que je peux dire direct là, de pas entretenir, de faire comme si genre ça l'allait jamais sujet puis que c'était genre un objet magique c'est l'objet des qui dieux, prenait soin de lui, genre. Ben, comme nous, dans le fond. Ça va. Je viens de réaliser que mon micro est à l'envers. Ah. Je pensais que t'avais vu une bébite, j'étais comme... Non, attends. Là, vous allez mieux m'entendre. Ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Fait que c'est ça. C'est une petite interruption. Non, ouais, c'est ça. Ah oui, galé. Oh mon dieu, oui, hein. Ok, fait que les erreurs des débutants. Fait que les erreurs qui coûtent cher sont souvent évitables en plus. Puis il faut vraiment, la priorité, c'est la prévention, apprendre. Puis il faut partager les bonnes pratiques. C'est des éléments qui sont importants. Puis aujourd'hui, on va lister des erreurs courantes, des solutions concrètes, puis partager nos expériences. Yep. Les expériences vont probablement être à travers tout le reste. Moi, non. C'est comme d'habitude, c'est une discussion générale. Ouais. C'est ça. On ne se casse pas la tête. Fait que toi, la première erreur qui te vient en tête, c'est quoi? Avoir la tête vide, c'est une erreur. Oui. Je sais pas, sérieux. Trop les erreurs, mais c'est les erreurs par rapport à quoi, genre? Juste les erreurs générales? Ah oui. Ok. Je sais pas, moi, trop faire chauffer, mettons, son plateau, ces affaires-là. Oui, genre. avoir des mauvaises températures, c'est sûr que c'est une erreur. Ne pas calibrer son filament, c'est une erreur. De pas calibrer son imprimante, c'est une erreur. Ouais, vouloir aller trop vite aussi. Exact. Fait que si on y va avec la calibration, là, c'est souvent on peut oublier que c'est une machine. Faut la calibrer, faut s'assurer que toutes les vis soient bien vissées, faut s'assurer que tout fonctionne bien. Fait que on fait un petit retour sur la semaine passée, mais c'est ça. Il faut que tu calibres ton imprimante parce qu'il faut que tu nivelles ton plateau, faut que tu sois sûr que ta bulle soit bien vissée au fond, que tout soit bien assemblé, que tu vérifies tes premières couches, que... C'est exactement ce que j'allais dire, de pas vérifier ses premières couches, parce que pas vérifier ses premières couches, c'est la master erreur de débutant. Là, tu peux avoir des bourrages, des temps, puis des matériaux perdus au final. Fait que ça, c'est une grosse erreur de pas calibrer son imprimante puis ses matériaux. Ouais. Autre chose? Je suis un peu à la saute parce que moi, j'ai mes notes, puis moi, je réfléchis pas, puis je te fais tout réfléchir. Je sais pas, mettons, ben là, tu viens de le dire, là, vérifier sa première couche, là, mais... je sais pas. Je te parle du remplissage. Ah, le remplissage, mon Dieu. Oui. Ben, pas obligé de remplir ça, genre... tu sais, il y a des je sais pas comment le dire, infill, là. Oui, les infills, genre les trucs que tu mets, là, pis là, t'as une façon de les mettre, là. Les patterns, ouais, c'est ça, pis toi, je sais que tu utilises tout le temps, ben, pas tout le temps, mais souvent le même tout le temps. Pas mal tout le temps, ouais, non, c'est ça, je te vois tout ça, t'as pas mal tout le temps à utiliser le même, mais c'est ça, mais ça sert à rien de remplir ça à 100%, ça sera pas plus solide, genre. Non. Je crois, là. C'est que tu vas le mettre à 100%, tu vas gaspiller des tonnes de filaments, tu vas gaspiller des tonnes de temps pour le faire, puis ça va absolument rien donner de plus. Tu peux avoir exactement la même solidité avec genre peut-être un 25-30 des fois. Là. Non, c'est pour vrai. C'est la majorité de ta force va venir du contour. L'infill sert à deux choses principalement. C'est que la première, c'est elle sert de support pour les parois supérieures. Fait que si tu imprimes un cube, la paroi du top, elle va tenir sur l'infill à place de juste bridger dans le vide. Puis l'autre chose, c'est que ça va donner un petit peu plus de structure puis de force pour les pressions latérales. Ok. Fait que ici, ça serait vide, mais ses côtés, ça serait juste du contour. Fait que ça l'aide à avoir un peu plus de structure puis de force. Okay. Mais c'est la différence entre, mettons, d'en avoir 15, puis 25, puis 50, puis 75, elle est vraiment pas énorme. Le seul moment que je dirais que ça peut vraiment changer un peu plus quelque chose, ça va être avec le TPU. Ok. Pourquoi? Parce que le TPU est flexible. Ouais. Fait que si c'est presque vide, ça va être un peu plus mou.
Mais si tu en mets plus, il va avoir plus de matière, donc il va être un peu plus solide à cause de sa flexibilité. Mais pour un matériel standard, que tu mettes, mettons, 15 ou 20 ou 25, tu vas probablement avoir les mêmes genres de force parce que ta force va venir principalement du contour, puis le milieu va servir comme un peu de renfort de plus. C'est un surplus qui est important de mettre, mais pas nécessaire non plus. Encore une fois, j'imagine que ça doit dépendre de à quoi va servir ta pièce. Ben, c'est ça, c'est quoi ta pièce, c'est quoi, dans quelle orientation qu'elle est. C'est comme moi, je dis, comme je disais, j'utilise pas mal juste du gyroïde, parce que c'est des forces égales dans tous les sens. Fait que c'est de gauche, droite, haut, bas, avant, arrière, pas mal, c'est tout le temps la même strength de tous les sens. Ça évite de passer 2 fois à la même place quand il fait ton remplissage. Fait que c'est celui-là qui est comme un peu un cube, qui fait des carrés, ben, qui va faire, mettons, toutes tes lignes verticales. Puis après ça, il vient puis il refait des lignes horizontales. Mais c'est parce qu'il... Ça va repasser par-dessus, quoi. Ben, c'est parce que c'est sur la même couche. Fait qu'il va passer dans le sens inverse de où ce qu'il y a déjà. C'est pour ça que des fois, il y en a qui font des prints, puis là, il entend... Ben ça, là, c'est parce que la buse, elle passe sur chaque ligne que tu as faite avant de monter, faire le contour, faire l'infill, puis repasser dans le sens contraire encore une fois. Ça doit user la buse, j'imagine. Ça use la buse, t'as des chances de décoller ton plateau, de ton print, t'as des chances que le plastique colle sur ta buse, de faire des mottes après ça, ça peut... C'est pas... Je suis pas bon, faites pas ça. Ok. Ben, en parlant d'orientation de pièce, genre, c'est peut-être... C'est pas... c'est comment t'orientes ta pièce dans ton logiciel de stresseur, genre. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça. C'est une grosse erreur pas flotter de pas dans penser le vide, à ça. ou il y a des manières de le placer pour que ce soit mieux. Parce que on va parler, au niveau de l'orientation, on va parler beaucoup de adhérence plateau, mais aussi de force de la pièce. Si tu fais, mettons, le meilleur exemple que j'ai tout le temps, c'est juste un petit bâton rond que tu fais puis tu l'imprimes vertical, parce que tout que tu vas avoir un peu de force dessus, il va casser. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens des layers. Il faut prendre en compte le sens des layers. Fait que, idéalement parlant, un bâton cylindrique, il faudrait le faire sur ton côté. Parce que quand tu vas exercer une force à chaque embout, il va avoir une meilleure solidité parce que tu vas avoir toute la couche ensemble qui va travailler ensemble versus contre les couches. Ben c'est sûr qu'un bâton cylindrique couché, ça va pas te donner le meilleur résultat par contre. Non, mais... Est-ce que tu as besoin qu'il soit cylindrique? Est-ce que ça serait mieux de le faire un carré? Des trucs comme ça peut être négocié. Mais de penser vraiment à son orientation en fonction des couches, en fonction de la force qui va être utilisée dessus, puis en fonction de c'est quoi qui va être le mieux aussi au niveau de l'adhérence puis que ça tienne. Ben, si la meilleure orientation c'est de mettre juste la pointe mettons on prend une pyramide puis tu dis ok ben pour que ça soit le plus solide j'ai besoin de mettre la pointe de la pyramide au sol puis la base dans les airs, c'est pas ce qui va tenir le mieux, t'sais. Non, c'est ça, mais qu'est-ce qui me fait rire des fois c'est quand tu utilises ton logiciel puis là, genre mettons ça te place comme automatiquement genre une pièce puis t'es comme ben oui non genre... c'est ça, des fois tu fais auto tu sais, tu dis bah moi tout le temps la première chose que je fais c'est auto-orientation puis auto-distribution. Surtout quand j'ai plusieurs pièces je suis comme ok je garage tout dedans, je place tout, donne-moi de quoi de base pour travailler avec, après ça j'ai passé une à une. Mais là tu regardes puis il a mis ça comme tout croche, il y a une grosse base là, une grosse base égale puis lui il met ça tout croche en angle puis t'es comme genre man, je mettrais pas la vie de mon enfant entre tes mains. Je déposerais pas mon enfant là-dessus pendant... ça tiendrait pas. Là. C'est vraiment le pire exemple que j'ai donné de ma vie. Genre. Surtout qu'on n'a pas l'enfant. Non, ben on a un chat. On a un petit loup, puis je pense que c'est assez juste avec lui. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment penser à l'orientation de sa pièce. C'est une grosse erreur de débutant de juste pogner le fichier, puis de le mettre, puis de dire ah ben la personne a dû le mettre dans le bon sens. Pas tout le temps. Des fois c'est parce qu'il a fait... Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si tu reproduis une pièce, des fois tu produis une autre pièce avant de faire la pièce que tu veux reproduire. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si je fais une vis, un boulon, mettons, ben pour faire les filets du boulon, ben c'est bien plus facile des fois de faire la vis avant, puis tu dois enlever la vis du boulon en tant que en modélisation 3D. Fait que si il a fait sa vis verticale, puis lui il fait, mettons, horizontal, parce que lui c'était plus facile de le voir de même, son boulon finit debout, mais tu vas pas printer ça de même. Si lui l'exporte, il va garder la même orientation que dans son logiciel de modélisation. Fait que toi, tu veux la coucher sur son face la plus longue, puis ça va être meilleur pour les filets aussi, pour les printer, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment d'utiliser ta tête, de réfléchir. Non, pas juste faire auto-truc, puis genre comme faire... De le laisser de même parce qu'il doit dire que c'est le mieux. C'est pas tout le temps vrai. C'est ça. Mais des fois, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il te met ça dans une orientation que t'aurais pas mis, puis là tu regardes, puis tu fais comme ah, c'est ridicule, puis là tu fais comme ah, peut-être pas si ridicule que ça des fois. Des fois tu regardes ça, puis tu fais comme ah, ça va peut-être être bon dans ce sens-là, parce que justement, il se ramasse comme en angle bizarre. Puis là tu regardes, tu fais
j'ai pas tant besoin de support. J'ai peut-être besoin de, mettons, un là ou un sur une pointe ou quelque chose de même. Puis là, tu dis, ouais, mais c'est parce que là, ce qu'il va faire en plus en l'imprimant de même, c'est que tes layers vont être comme en diagonale, qui fait que t'as pas vraiment de force qui va être exercée contre les layers. Mais tu aurais pas pensé s'il l'aurait pas, tu l'aurais pas mis tout croche. Ouais, ben c'est un outil en fait. Non, c'est un outil. C'est un outil. Moi, comme je dis, quand j'ai envie de mettre quoi dedans, je fais auto-orientation, auto-distribution. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que quand t'as beaucoup de pièces, ben il va. Mettons sur. Moi, j'utilise Orca, là. Mais avec Orca, c'est quand tu fais, mettons, autodistribution, c'est qu'il va te faire ça sur plein de plateaux. Tu vas déjà avoir comme tout un peu dispatché. C'est comme pour le projet du plateau de jeu d'HeroQuest, que j'ai eu 14 plateaux à faire. Si tu penses que je les ai tous placés en main, tu te mets un doigt dans l'œil. Ouais. J'ai sacré ça là-dedans, j'ai mis les 64 pièces là-dedans, j'ai fait distribution, auto-orientation, j'ai réorienté certaines. J'ai certains plateaux, j'étais capable de... Des fois, il les met comme en 45 degrés, t'es comme non, mais moi, ça devrait être. Là, tu rajoutes 2-3 petits morceaux, tu sais, t'optimises un peu. Mais je sais pas tout placer en main. Ça m'aurait pris genre 1 heure juste placer ça pour rien. Ouais, c'est sûr que t'avais beaucoup de morceaux, là. Ben, 64! Ouais, ben c'est ça. 14 plateaux! Fait que, non, c'est ça. Fait que... c'est ça. Les paramètres par défaut, des fois, il y en a on va utiliser... C'est pour simplifier la vie, puis pour se donner une base, d'utiliser des paramètres par défaut. Mais des fois, ils sont pas optimisés pour ton imprimante, tes paramètres, tes filaments. Fait que, tu sais, mettons que tu as un nouveau filament, puis tu dis, c'est la première fois que j'imprime du PETG, je vais utiliser le profil par défaut de générique PETG. Puis là, tu t'en sers, c'est jamais fait de test, puis là, tu te demandes pourquoi tu as une qualité de merde. C'est parce que tu n'as pas optimisé ton paramètre. Ouais. C'est le paramètre générique, le paramètre de base, ou même si tu prends, mettons, Sunloo PLA, mat, puis tu prends le paramètre Sunloo PLA, mat, ça veut pas dire qu'il est adapté à ta printeuse. Non, c'est ça. Ton filament peut être un petit peu différent, ta printeuse peut être un petit peu différente. L'environnement aussi, dans lequel chaque personne a une commence à en apprendre pas mal d'affaires, toi, là. Faut bien que j'apprenne. Ben oui! mais non, c'est ça, fait que tu sais pas si c'est parfait. Moi, tu commences, tu fais des tests. J'ai mon nouveau filament, un nouveau profil, parfait, je vais faire un cube ou un banshee, peu importe. Tu regardes. Ok, ça a l'air d'avoir bien printé, il n'y a pas l'air d'avoir de défauts. Ah, ça, il y a un petit défaut là, je vais corriger ça, nanana, des petites affaires, fais 2-3 petits tests, un flow rate, des trucs de même. C'est full utile faire ça. C'est pas long, là, je veux dire, ça vaut la peine pour versus, comme on parlait à l'épisode précédent, d'avoir des tonnes et des tonnes de cash de perte. À cause que tu as remplacé ta tête au complet, ton filament, la moitié a été brûlée, puis là, tu peux plus ici, tu peux plus ça, là. Ouais, ben c'est un petit test super simple, super facile, puis rapide à faire, puis ça en dit beaucoup. Ouais, c'est la majorité des tests, c'est genre peut-être une demi-heure, 1 heure de print, là. Ça vaut la peine, là. Ouais. Si tu le fais, tu regardes, ok, bon, c'est pas bon. Ma température, finalement, il faut que je la mette un peu plus chaude, moins chaude. Ou c'est des fois, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, finalement, tu le regardes, sur la boîte, il est écrit, mettons, entre, je sais pas, mettons 220 et 240. Mais là, eux autres, leur recommandation, c'est, mettons, ils ont pris ça en compte que c'était sur une N23, c'est-à-dire une printeuse ouverte. Mais moi, j'ai une enclosure avec la porte fermée puis le top fermé. Ça se peut que ma température, j'ai besoin de la mettre à 210, 200. Ouais. Pourquoi? Parce que dans ma situation actuelle, mon environnement est plus chaud, la chaleur se dissipe moins. Fait que si je mets trop chaud, ça reste chaud longtemps. Ça va être trop chaud, tout simplement. Ton filament va rester comme des gonnes à quelque chose, ça va être tout mou puis ça va pas faire des beaux prints. Fait que c'est vraiment s'adapter parce que moi, la première fois que j'ai imprimé de l'ABS, j'ai dû mettre des fans. Puis tu recherches n'importe où, c'est en ligne, ils vont tous te dire si tu imprimes de l'ABS, désactive tout ce qui est des fans. Moi, j'ai dû les activer parce que j'avais tout le temps trop de chaleur. Ouais. La coque de mon banshee était toute effacée, écrasée. Okay. Mais encore une fois, c'est ça, là, je veux dire, faut que tu sacrifies, puis faut que tu... Ça veut pas dire que telle affaire va marcher pour une personne, que ça va marcher pour toi, pour elle. Même si c'est la même machine. Fais tes propres recherches et tes propres analyses. Yeah! Le reste que le monde te dit, c'est des guides. C'est pas la vérité absolue. L'Internet ne sait pas tout, parce que l'Internet est fait par l'humain. Voilà, c'était mon moment sensuel et... sensuel! Sage parole, très chouette. Ma voix grave. Rare. Sinon, une autre erreur, c'est un stockage mal pensé pour les filaments. On l'a abordé un peu dans le dernier épisode sur l'entretien, mais de prendre tes filaments puis juste les dropper. PLA, pour vrai, moi j'ai pas des sacs, j'ai pas rien, je les mets dans mon étagère, ça fonctionne bien. Une fois de temps en temps, je dois les sécher. C'est quand des fois je commence à printer puis je suis comme ok, non, c'est de la merde, je les sèche. Mais tout ce qui est PETG, moi PETG en montant, tu drives ça. PETG, ABS, ASA, TPU, nylon,
Tous les autres filaments un peu plus... Ben, tout ce qui n'est pas du PLA, en bref. Là. Fais attention à comment tu l'entreposes parce que tu vas avoir de l'humidité qui va être absorbée. Puis tu vas avoir une impression poreuse, puis ratée, puis des gaspillages de bobines, puis nanana. Puis ça se peut... Tu sais, j'ai vu des images en ligne, là. Le monde, ils ont leur filament, ils le regardent, puis là, finalement, le filament a comme cassé horizontalement partout, là. Il était tellement, genre, scrap que juste éclaté plein de places dedans. Fait que tu peux pas récupérer ça, là. Je veux dire, ton filament, il est cassé partout dans la bobine. Ouais, ça achète de la grosse merde. Ben, tu peux pas imprimer. Je veux dire, t'as ça de morceaux, puis après ça, t'as un autre ça de morceaux, après ça, t'as un autre petit ça de morceaux, puis un autre petit ça de morceaux. Et que le filament, il est littéralement... Il est fendu à plein de places, là. À rebord de la bobine, tu le regardes, là, puis à chaque tour qu'il fait, il casse, mettons. Ah, fuck off. Fait que tu peux rien faire avec ça. J'ai déjà jeté une bobine, je sais pas si tu te rappelles l'espèce de petit transparent brillant, là. Ah, mon dieu, oui, mais juste visuellement, il était comme... Ben, visuellement, textuellement, il était bizarre. Ouais. Mais à chaque fois, je commençais à printer, il roulait, puis à un moment donné, tac, il cassait. C'est comme, tac! J'ai fait fuck off. Ben et en plus, il était weird, même pour enlever les supports, il était très cassant. Ouais, il était comme vraiment rigide, puis genre comme... Ouais. C'était vraiment bizarre. On aurait dit comme des... Tu sais, des fois, il y en a qui font des structures en sucre, là. Ouais. On aurait dit ça. Aussitôt que tu mettais une force dessus, il cassait. En fait, ça ressemblait à un spaghetti, je pense. Ouais, un genre de spaghetti sec, là. Ouais, genre... Très... Spaghetti mouillé, cuit. Cuit, c'est mieux que mouillé, là. Tu veux un spaghetti mouillé? Oui, papa! Ah, boy. Je pense qu'on est pas Call me daddy. Fait que bref, avoir un bon entretien, un bon rangement de ces filaments. Ça, on en a parlé, mais préparation bâclée des modèles, fait que le mal conçu, les fichiers non vérifiés, oubli de support, échec, mauvaise orientation, tous ces éléments-là, on en a parlé déjà tantôt. Ignorer le post-traitement. Ça, là, c'est la grosse erreur de l'impression 3D. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Écoute, Daddy. C'est ça. C'est que le monde se dise, j'ai imprimé 3D, puis ça finit là. Ouais. Non, tu peux intégrer plein d'autres choses. Ouais. Tu peux intégrer des vis, tu peux intégrer des boulons, tu peux intégrer d'autres matériaux, du métal, du liège, tu peux... Ça, c'est juste pour intégrer d'autres matériaux, mais après ça, le post-processing, tu peux assembler, tu peux coller, tu peux sabler, tu peux lisser, tu peux peinturer. Il y a du monde qui font littéralement des casques, on dirait que c'est du vrai métal, parce que c'est lisse, tellement fucking lisse que tu peux voir ton reflet dedans. Genre. Non, ouais, c'est comme quand t'allais au Comic-Con, qu'on a vu ça. Oui! Là. Ben aussi sur les internets, là, mais... Les internets. Ouais, j'ai pris ça de toi, à chaque fois, ça. Mais c'est ça, ouais. Ou comme Messenger, aussi. Messenger. Ouais. Mais non, c'est ça, tu peux faire autre chose, puis moi je le recommande, puis aller plus loin que juste la production. Si tu prends n'importe quelle méthode de production, ils ont toutes du post-process. Si tu construis un meuble en bois, tu prends juste tes planches, tes vis là, puis c'est fini là. Non, tu vas les couper droit, tu vas les sabler, tu vas peut-être les trous, tu vas les remplir avec un poté, tu vas mettre un vernis, tu vas... Ben en fait, à peu près n'importe quoi. Mettons, genre, quand tu plantes, je sais pas, une graine, tu fais pas juste comme planter ta graine, genre, pis genre, il y a comme plein de manières différentes de traiter chaque... Tu vas mettre un petit bâton pour le guider, tu vas faire ci, tu vas mettre une petite lampe parce qu'il y a besoin de plus de lumière. Il y en a demande qui ça leur demande d'autres affaires, pis c'est la même chose pour tout, là, I guess. Faut pas se limiter à se dire, j'imprime pas. Tu sais, il y a même beaucoup de monde, il y a du monde, quand j'ai commencé, il me regardait bizarre parce que je jumelais l'impression 3D filament et résine. Ouais. J'utilisais le meilleur des deux mondes ensemble pour faire... Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est le trophée. Le trophée de maïs que j'ai fait. Ouais. Le gros maïs, les grosses feuilles, la grosse barre, j'ai tout fait ça en filament. Que j'ai lissé, sablé, peinturé. Mais tout ce qui était les petites plaquettes avec les noms, qui était le nom de la compagnie que j'ai mis dessus, les mots, ces affaires-là, j'ai tout fait ça en résine. Pourquoi je me ferais chenouter de faire ça en filament, que ça soit pas beau, qu'il y ait des trous partout, tandis que je peux le faire en résine, ça va être clean cut, ça va être précis, puis ça va être direct dedans. Ben, en quoi c'est étrange? Ben, le monde était comme, tu peux pas faire ça, ça marchera pas, ils vont pas fitter ensemble. Oui, mais il faut. C'est une technique à développer, mais ça se fait très bien. Ouais. Mélange le meilleur des deux mondes. Ben oui. Tout ce qui était gros, je le faisais avec la grosse machine. Ouais. Tout ce qui était détaillé fin, plus fragile, je l'ai fait avec la résine. Ben c'est parfait, ça. C'est ça. Solutions et astuces. C'est prendre le temps de calibrer le plateau, la buse avec chaque impression, puis utiliser des impressions de test. Tu vois, on tombe dans les mêmes affaires, là. Attends, mes notes, ils disent quoi, là? Ok, non, c'est comme les solutions. Mon fichier est fait comme les solutions au point d'en haut, genre. Fait que. On va skipper un peu là-dedans parce qu'on a pas mal déjà parlé, mais c'est. On va pas dire deux fois. Le remplissage, entre 15-30% de remplissage, c'est bien en masse. Lire la documentation, regarder des tutoriels,
ajuster les paramètres selon les matériaux, le modèle à imprimer, stocker dans des boîtes hermétiques avec des hydratants, vérifier préparer les modèles dans Slicer, support, orientation, format, blablabla. Attendre que le refroidissement avant la manipulation et préférer le post-traitement, c'est-à-dire de pas tout... Moi ça, c'est une affaire, j'ai vraiment de la misère. Je suis très coupable, mais aussitôt que le print, moi j'ai la notification sur mon ordi puis sur mon cell, aussitôt que le print est fini, je me lève, je m'en vais le sortir pour partir un autre print. Mais c'est parce que des fois tu peux faire warper ta pliesse, tu peux l'user, elle être encore trop chaude, puis en plus elle est encore super collée à ton plateau. Tandis que quand elle est froide, elle va s'enlever tout seul. Fait que c'est ce que mon partenaire m'a conseillé, puis ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai 2 plateaux. Fait que c'est de sortir le plateau, de le mettre à côté, de mettre le nouveau plateau, pour partir un autre print. Fait que quand ce print-là finit, ou avant que ce print-là finit, le plateau va avoir refroidi, je peux retirer mes pièces, faire le nettoyer, le laver, puis quand il est fini, tu leur switch. Fait que ça laisse le temps aux pièces de se refroidir, puis d'être correct, puis d'être plus solide avant de commencer à tirer dessus, d'arracher des morceaux. T'sais. Ouais. Okay. Je pense que ça ressemblerait à ça. Là. Finalement, je pensais qu'il nous restait bien du stock. Finalement, on a pas mal tout passé au travers. Pour apprécier. Il y a bien des affaires qu'on aurait aimé savoir au début. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on vous les a dit là. Je sais que moi je suis le même. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah ben non, c'est correct, je suis capable de le faire. » Puis finalement, dans 1 an, 2 ans, ils sont comme « Ouais, il faudrait que j'arrête de faire ça. » Genre retirer mes pièces du plateau. Fait qu'on les a donnés. Ils sont dans vos têtes. Maintenant, vous pouvez pas ignorer que vous le savez. Maintenant, vous le savez. Vous avez écouté l'épisode, vous avez la curse of knowledge. Vous savez, vous avez la malédiction de la connaissance. La malédiction de la connaissance. Oui, mais c'est parce que beaucoup de monde se disent « Ah, ben je savais pas. » Puis c'est comme « Ah, ben ils savaient pas. » Mais maintenant, tu le sais. C'est pas l'excuse de dire « Tu le savais pas. » Tu le sais maintenant. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu as appris. Tu le sais. Tu vas vivre avec pour le restant de tes jours que de pas faire ces choses-là. Fait que maintenant, fais-le pas. Ouais. Ok. Voilà, je vais partir sur des choses philosophiques, là, sinon c'est pas la place. mais non, c'est ça. Fait que bref. Bref, si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé ça le contenu qui était très utile, que vous avez aimé notre façon de communiquer, notre podcast, nos informations, ben ça se peut que quelqu'un d'autre aime ça aussi puis qu'il en ait besoin. Fait que partagez le podcast, partagez les informations aux autres, soyez pas égoïstes, gardez pas ça pour vous là, on n'est pas des petits gremlins. C'est mon information. Partagez-le aux autres puis partagez la connaissance. Puis si toi t'en as eu besoin, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui en a eu besoin. Puis partagez la connaissance et le plaisir de l'impression 3D aux autres. Mais aussi en plus ça prend pas, mais genre comme c'est du contenu. Casser ma lignée. Désolée. Non, vas-y. Juste les contenus en français, j'ai pas tant vu beaucoup de contenu en français pour le moi, je sais que Vince. En France, là, c'est sûr qu'il donne. Non, mais je sais que moi, je connais. J'ai vu en ligne Vince. Je pense que c'est Vince Reed ou quelque chose de même, je me rappelle plus. Okay. Mais, tu sais, j'avais déjà été en live avec lui. Ben, lui était en live, puis j'avais écrit dans ses affaires, là, tu te rappelles, là, sur TikTok, là. Mais ce gars-là, lui, c'est un Québécois, je pense qu'il est à Montréal. Ok, cool. Oui, c'est vrai, tu me l'avais parlé. Ouais. Fait que je sais qu'il y a lui qui existe. Mais sinon, j'en connais pas personnellement d'autres qui font du contenu. Fait que. Ben, je le connais pas plus personnellement, là, mais. moi non plus, j'avoue, mais tu sais, quand je me promenais puis je faisais des recherches, j'avais comme pas. Même si je faisais mes recherches en français, c'était comme très limité, je trouvais, pour ma part, là. Il y avait beaucoup plus de stock en anglais. Ouais, mais ça, c'est l'Internet. Sur Internet, tu cherches. Moi, c'est pas compliqué, je cherche de quoi en ligne, je le cherche en anglais. Non, mais tu sais, pour les personnes qui comprennent zéro pinball, là. Tu sais, genre, ça peut être. Ouais, non. Mais je comprenais pas zéro pin bar, je me débrouillais. Zéro, pas de bar. Hey! Méchant. Pas méchant, arrête. Je sais. Tu vas me bouder, là. Non, j'ai déjà boudé. Tu vas aller te coucher avec un chat sur sa tour. Je boudé. Non, je sais. Je pense. Tu te boudes tout seul. Je me boude. C'est tellement bien en plus. Mais c'est ça. Fait que bref, si vous avez aimé ça, partagez-nous vos expériences. Hey, pour vrai, dans les commentaires, dites-nous vos plus grosses gaffes que vous avez faites. T'sais, dites-nous, genre, moi j'ai fait telle chose, ça m'a coûté tant d'argent, ça a été vraiment de la grosse merde. Puis après ça, je l'ai jamais refaite. Ouais. Partagez-nous vos expériences, puis à un moment donné, on fera un wrap-up. On va rester anonyme, évidemment. Là. Mais on fera un wrap-up de genre, toutes les erreurs, des cas concrets. On aimerait ça faire un. Moi, pour vrai, j'aimerais ça. C'est un palmarès, là. Ben, pas un palmarès, mais un cours. Pas un cours. Un épisode de podcast sur les gaffes concrètes que du monde ont fait. Fait qu'on pourrait lire vos réponses. Puis dire non, ça on l'a fait, on l'a pas fait, puis réagir là-dessus, puis partager aux autres qu'est-ce que vous avez fait pour pas que les autres le fassent. Bah ouais, c'est sûr, il y a tellement d'affaires ensemble, créons la Bible de l'information.
Pourquoi pas, gang? Ouais, ma Bible est là. Ouais. Ben, c'est pas une vraie Bible, là, si Non, j'appelle ouais, ça de même, mais c'est... Ouais, j'ai appelé ça la Bible de l'information, puis j'ai commencé à faire ça genre la semaine passée, où toutes les informations que je vois, toutes ces petites affaires-là, je veux comme toutes les documenter dans un cahier, puis tout avoir ça à la même place. Fait que ce soit pour la création de contenu, j'ai commencé à m'informer un peu sur les finances, ces choses-là, fait que tout va être dedans, toutes mes connaissances vont être là. Fait que, c'est ça. Fait qu'ensemble, créons un épisode intéressant. On a besoin de vous, là. On a besoin de vous. Yep. Tu sais, on vous donne l'information gratuitement, on fait le podcast gratuitement pour vous. Redonnez au suivant. Aidons les prochains. Un plastique à la fois. Un plastique à la fois. Bon, ben bref. On vous aime. À la semaine prochaine. Mouah. Ah, plein d'amour. Ouais. On est tellement sweet. Oh. Oh. Salut tout le monde. Bye.